Messieurs, dames, bonjour, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture un petit peu particulière par une nouvelle technologie. On va en parler tout au long de la vidéo. Le programme est chargé, je vous présente la Mazda 3, c'est parti. Comme vous le savez, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, on a le WLTP, on a des normes de plus en plus dures, on a des malus. Et Mazda, c'est un peu piffé de la résistance en proposant une alternative thermique, complètement à contre-courant de ce qui se fait actuellement sur les motorisations, avec le Skyactiv X, qui est finalement un moteur essence, un 2 litres atmosphérique, mais qui prend beaucoup des attributs du diesel. Justement, on va étudier ça avec Théo. Donc Théo, tu peux venir, je t'en prie. Théo qui est avec moi en école d'ingénieur et qui a fait un dossier technique sur ce Skyactiv X et sur cette technologie utilisée. Alors, comment on peut définir ce moteur? Alors, donc comme tu le disais, c'est un moteur atmosphérique, mais c'est un moteur atmosphérique essence qui va avoir une petite particularité, c'est qu'il va fonctionner en HCCI, donc HCCI pour Homogeneous Charge Combustion Ignition, donc c'est-à-dire un allumage par compression. Donc comme un diesel finalement. Comme un diesel, tout à fait, oui. Ok. Et l'appellation commerciale de ce type de moteur chez Mazda, c'est le SPCCI pour Spark Controlled Combustion. Oh là là. On adore l'anglais chez nous au Bi-Auto. Donc SPCCI pour Spark Controlled Combustion Ignition. Donc autrement dit, un allumage par compression mais contrôlé par la bougie. Donc ça veut dire que finalement on n'aura pas comme un diesel où on n'aura que de l'allumage par la compression, mais on aura quand même un petit peu cette bougie qui va toujours venir nous aider. Tout à fait, et on aura d'ailleurs plusieurs modes de fonctionnement. D'accord. Un premier mode de fonctionnement où on sera par exemple sous forte charge, donc pied au plancher. Là on aura un allumage conventionnel où on va fonctionner comme un moteur essence classique, Okay. allumage par bougie, etc. Et un deuxième mode de fonctionnement qui va être appliqué sous charge moyenne ou à régime stabilisé. Ok, donc 90% de la vie du véhicule quoi, hein, globalement. Tout à fait, exactement. Où là, on va avoir un allumage quasiment par compression, c'est-à-dire qu'en fait on va être en mélange pauvre dans la chambre. Autour de la bougie, on va être en mélange riche. Ok. On va allumer ce mélange et l'augmentation de chaleur va allumer le reste du mélange De manière homogène de finalement. manière homogène. Et donc par comme, compression. ok, donc comme un diesel, on aura voilà, ce mélange Voilà. qui va s'auto-enflammer quasiment. Tout à fait. Ok, Et d'accord. donc ça permettra d'avoir la même puissance avec une consommation de carburant plus faible. Ok, et j'ai vu du coup, donc ce moteur, on retrouve pas mal d'attributs du diesel avec déjà ce qu'on appelle le rapport volumétrique, donc c'est-à-dire la compression que peut amener le moteur. On se retrouve avec un moteur essence qui a des taux de compression d'un diesel quasiment. Tout à fait. Et on a aussi une injection directe, évidemment, sur ce moteur, mais une injection directe à quasiment 700 bars au maximum. Donc pareil, c'est 2 fois plus que ce que fait un moteur injection directe essence classique. Et c'est un moteur aussi, du coup, je crois, qui fait moins, enfin qui produit moins de chaleur, un petit peu comme les diesels. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux sous-dimensionner ta pompe à eau, ta pompe à huile pour le refroidissement et du coup gagner en consommation, c'est ça? Exactement. Et ça c'est grâce au mélange pauvre. On a une température de combustion plus basse Ok, et ça permet indirectement d'économiser du carburant. ok. Une autre manière d'économiser du carburant avec ce moteur, c'est l'hybridation légère. Oui, tout à fait. On est sur une hybridation légère en 48 volts avec un alterno-démarreur qui va du coup aider le moteur thermique sur les phases d'accélération et récupérer l'énergie au freinage. Ce moteur en soi, c'est pas une grosse révolution. On reste sur un moteur thermique, mais c'est plein de petits points, plein de petites améliorations à droite à gauche qui font qu'au global, on va, en tout cas en théorie, avoir un moteur qui consomme beaucoup moins de carburant. Du coup, est-ce que Mazda nous propose des chiffres un petit peu théoriques pour dire de combien on devrait baisser la consommation avec un moteur équivalent? Tout à fait. On a en théorie une baisse de l'ordre de 30% de la consommation. Donc ici Mazda a fait des points de comparaison avec son Skyactiv G. Donc Ok. le même moteur en 2 litres qui développe 122 chevaux, je crois. 122 chevaux, c'est ça. Exactement. Merci. T'en prie. Et donc on devrait avoir un écart de 30% en théorie de consommation. Donc, quasiment un écart que tu devrais retrouver entre un essence et un diesel, quoi. Tout à fait. Ok. Donc ce qui est intéressant, moi je me suis renseigné aussi de mon côté sur les normes WLTP. Ce véhicule est homologué à 125 grammes de CO2 par kilomètre, donc pour à peu près une consommation de 5,5 litres de moyenne au 100. J'ai comparé avec une Golf 8 par exemple qui vient de sortir avec un 1,5 litre TSI
qui fait 150 chevaux, donc 30 chevaux de moins quand même, et qui elle fait 141 grammes de CO2 par kilomètre. Donc il y a quand même une belle différence. Moi ce que je voudrais c'est vérifier ça sur la route. Du coup on va comparer la Mazda 3 Skyactiv-X avec une autre voiture, et l'autre voiture bah, c'est celle-là là. Ouais. C'est une MX-5, bah, c'est la mienne hein, déjà, c'est vrai. Pourquoi avec une MX-5? Parce que on a là-dessus 15 ans d'écart à peu près. 15 ans d'écart et surtout on a 2 litres atmosphériques, boîte de vitesse manuelle, donc ça va être intéressant de voir bah, en 15 ans qu'est-ce qui s'est passé en termes de consommation, comment ça a évolué et voir si ce moteur quand même tient bien ses promesses en termes de consommation réelle. Donc on va aller sur la route, on va mettre de l'essence dedans, on va faire 60 km, on va remettre de l'essence après pour vraiment calculer notre consommation sur le trajet. C'est parti? C'est parti! Allez! Bon allez c'est parti, on fait le plein, on va jusqu'au premier clic, c'est tout, on ferme, on fait notre tour, on revient ici et là on va pouvoir comparer. Du coup ça y est, on est en route avec la MX-5 et la Mazda 3, ça se passe pour toi Théo? Eh bah écoute, pour moi c'est impeccable. Du coup là on va rentrer sur autoroute, depuis tout à l'heure donc on roule au niveau de Guyancourt, on joue pas non plus l'éco-conduite, on essaie de conduire de manière normale en fait, hein, vraiment avec un petit peu d'anticipation, des passages de rapport intelligents et on va voir du coup après notre boucle ce que ça donne. Bon du coup là on est à 110 stabilisé, moi je suis à 2400 tours, t'es à combien toi Théo? Alors moi je suis plutôt à 2950 tours. Ah donc 2 atmos, mais le mien du coup qui doit être peut-être un peu plus couplé, ils ont décidé de pousser la 6ème vitesse de manière un peu plus longue. Et niveau bruit ça va avec la capote? Alors c'est pas forcément la capote qui fait plus de bruit, je dirais que c'est l'échappement, c'est assez sonore tout de même. Excuse-moi de me faire plaisir et de mettre un bel échappement hein. Ah bah oui, c'est un peu l'inconvénient quand on est à vitesse stabilisée comme ça. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure Théo. Bon du coup on a fait la moitié du trajet, ça y est, on a échangé de poste, donc là je reprends ma voiture, ça fait assez bizarre. Théo, donc qui est dans la Mazda 3, comment ça se passe pour toi Théo? Bah écoute, c'est un peu comme toi, c'est très particulier d'être passé sur la Mazda 3, beaucoup plus de souplesse, le volant qui est tout gentil, c'est pas grand chose à voir avec ta NC. C'est vrai qu'on a d'un côté la voiture plaisir et de l'autre la voiture plutôt confort, bonne à tout faire. Exactement, ouais. Bon du coup on a réussi à se faire un petit parcours en ville, on a fait aussi donc, de l'autoroute à 110, de la départementale. Et en ville je pense que tu as un gros avantage sur la MX-5 du coup Théo, c'est quand même ton stop and start qui est hyper bien fait. Alors complètement d'accord avec toi, c'est ça, en plus c'est dans un silence de fonctionnement, on se rend même pas compte que le moteur thermique s'est coupé et je pense que je dois y gagner un peu en conso face à toi. Bah écoute, on se retrouve à la pompe, hein, mais je pense que je vais être un petit peu déçu de ma MX-5 moi. Allez à toutes. Allez, on fait le plein final, ça y est. On va voir ce que ça donne. Après donc 71,6 km. Hop, bah c'est fini. Et du coup, Théo, notre ingénieur, va nous faire le calcul de la conversion. 5,9 litres. 5,9 litres, exactement ce qui a été annoncé par le tableau de bord. Le plein de la MX-5 est déjà fait, c'est bon. Donc la MX-5, elle a fait combien? Elle a fait 7,6 litres. 7,6 litres du coup au 100 km sur le parcours. Oui, tout à fait. Donc il y a quasiment 2 litres d'écart sur 2 litres Atmo finalement. Un d'une dernière génération, Skyactiv-X, un d'une ancienne génération avec injection indirecte, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est pas mal du tout, ouais. Ouais. C'est pas autant qu'en théorie, mais déjà, ouais, on a déjà un très très beau score. Ouais. Ouais. Donc jolie perf de la part du Skyactiv-X. Maintenant, on va passer à l'essai concret avec un essai forcément du châssis. Un petit peu, on va parler du style aussi, hein, bien sûr, parce qu'elle ne laisse pas indifférent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et après, du comportement moteur, on va dire un petit peu plus ces sujets passion. Donc c'est parti, je vous emmène. Merci encore à Théo et merci à Xav d'avoir filmé. Avec grand plaisir. On prend la suite. Yes.
retrouve pour la suite de l'essai. Maintenant sur la partie un peu plus conventionnelle, on va parler tout d'abord du style avec donc la Mazda 3 qui est à peu près donc dans le segment des Mégane 308 Golf. On est à peu près sur les mêmes tailles, mais avec un design quand même qui est complètement différent, qui sort des sentiers battus avec le design Kudo, c'est comme ça que l'appelle Mazda. On connaît bien par rapport à la face avant justement, qui est laquée en noir, qui est très très belle et qui va jusque dans le prolongement des feux. Les feux qui d'ailleurs sont très bien dessinés et qui en plus ont un prolongement vers l'aile. C'est super joli en termes de design. On regarde aussi au niveau de la calandre, tout ce qui est drive assist, les radars anti-collision, les choses comme ça sont très bien intégrés, ça fait plaisir à voir justement, ils ont pris le soin du détail là-dessus. Au niveau du capot, donc on a un capot qui est quand même assez long, qui est très plongeant, qui donne beaucoup de dynamisme à la voiture. Et après on continue sur un pare-brise très incliné et le toit qui va venir fermer après sur l'arrière à la manière d'un fastback un petit peu. Et on a un panneau qui me gênait un petit peu au début, tiens viens là JB. Le panneau justement arrière entre donc, le coffre et la porte arrière qui est quand même mastoc. On va pas se mentir. Ça en photo ça me gênait un petit peu et finalement quand on regarde la voiture en 3D, qu'on tourne autour, on se rend compte que c'est quand même hyper bien intégré et ça donne un vrai dynamisme encore une fois à cette voiture. On a ici des jantes 18 pouces noires. Moi j'ai super peur toujours avec les jantes noires parce que pour les trottoirs il n'y a rien de pire. Pour l'instant elles sont conservées, elles sont très jolies avec le petit écusson 100e anniversaire puisqu'on est sur une édition 100e anniversaire de Mazda. En 2020 ils fêtent justement leur centenaire. Des badges un petit peu partout autour du véhicule, que ce soit les jantes ou sur le côté, on va voir aussi à l'intérieur. Ce que j'aime bien aussi c'est cette petite baguette chromée là qui remonte, qui montre encore une fois, qui souligne cette ligne qui vient se fermer sur la fin. Et après si on passe à l'arrière, JB, je te laisse me suivre. En 3/4 arrière, c'est mastoc. Et si on regarde la voiture de dos, on se rend compte que la ligne est superbement bien dessinée avec ce spoiler qui justement, encore une fois, ferme cette ligne à l'arrière. Les feux d'une petite rondeur délicieuse, comme on retrouve souvent sur les voitures italiennes. C'est pour ça que certains parlent de Mazda comme l'Alfa Romeo japonais, parce qu'on a des lignes qui sont quand même très jolies. Contrairement à Hyundai ou Toyota qui ont tendance à avoir des lignes beaucoup plus conventionnelles pour plaire à tout le monde. Là ça peut être clivant en effet, mais quand même, personnellement, c'est mon goût. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve le design extrêmement réussi. On passe à l'intérieur ? Oh. Alors, ma plus grande surprise sur cette voiture, la première fois où je suis rentré dedans, c'est l'intérieur. Il est fou, il est vraiment trop beau. On a du simili-cuir ici, moussé. Tout est moussé, c'est super bien, même les portes arrière sont moussées, on retrouve même pas ça chez certains premium. Et qu'est-ce qu'on se sent bien, c'est trop bien. Déjà une position de conduite hyper agréable, réconfortante, on peut s'asseoir très bas, donc on retrouve un peu le dynamisme de l'extérieur à l'intérieur. Et justement, on a une très belle horizontalité et surtout on a l'impression que c'est un peu flottant justement avec ce rappel de blanc. L'intérieur qui est aux couleurs burgundy, comme ça l'appelle Mazda, un bordeaux qui va très bien justement avec ses touches de blanc. On a l'écusson Mazda du 100e anniversaire sur les appuis-têtes, donc voilà un joli rappel. On a aussi un écusson par terre. Sur la moquette rouge. Sur la moquette. Sur la moquette rouge. Ça tue, c'est non trop mais bien. Franchement c'est le petit détail qui tue je trouve. La moquette rouge ça t'aère l'espace et c'est bien fait je trouve. On est d'accord. Et on retrouve le rouge aussi à l'arrière, donc c'est trop bien. Au niveau du volant, belle surprise, moi j'aime bien les grandes jantes. Et là on est vraiment sur un très joli volant avec un très bon maintien. Du coup on a une démultiplication, vous verrez sur la route, qui est quand même assez importante, mais c'est pas gênant pour autant. Ce que j'aime bien chez Mazda aussi, c'est qu'on n'a pas des écrans à profusion, on n'a pas de la technologie à profusion. On a vraiment pile les boutons dont on a besoin, avec un semblant de iDrive ici. Et du coup, un écran pas très grand, mais très bien intégré, avec une belle définition. Et derrière mon volant, j'ai donc un compte-tours central digital, un petit peu personnalisable, mais pas non plus énorme. Et après, des compte-tours analogiques sur les côtés. Donc, très belle réussite. J'aime beaucoup. Sono Bose, 12 haut-parleurs, ça fait plaisir aussi. Parce que c'est une voiture assez silencieuse, donc autant justement pouvoir s'occuper un petit peu avec de la musique. Et Mazda a quand même le sens du détail, parce qu'on a par exemple un rétroviseur borderless. Ça fait tout de suite beaucoup plus qualitatif. Ciel de toit noir. Je trouve que ça va bien avec justement cet intérieur bordeaux. Donc on est chez un constructeur généraliste, hein. Mazda est un constructeur généraliste, mais avec des prétentions qui sont tenues d'ailleurs, des promesses tenues de la part de Mazda, de constructeurs premium.
On va pas se mentir, c'est hyper bien fait. Donc là, je suis vraiment comblé à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand tu regardes les moussages, les différentes qualités de plastique, les différentes matières, et les ajustements, on est quasi sur de l'Access Premium. Ah mais complètement. Et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et surtout, dis-toi qu'enfin Mazda il y a 10 ans, ça ressemblait pas à ça à l'intérieur. Non, pas du tout. Ils ont fait un step-up qui est incroyable. On n'a plus un seul plastique dur. Non. Tout est tellement bien ajusté. C'est le genre de voiture où tu n'auras pas de craquement de mobilier quand tu auras 30 ou 40 000 km. Tu sens que c'est extrêmement bien construit. On est d'accord, JB. On est complètement d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par la route? Bon, monsieur JB nous a rejoint. On est là. Hein. JB, ce qui est intéressant, je l'ai pris avec moi là parce que t'es jamais monté dans la voiture. Jamais. Tu découvres complètement. On va parler un petit peu de la conduite, du comportement et de ce moteur, parce qu'on a parlé technique sur le moteur, mais on va parler un petit peu comportement moteur aussi. Déjà, quelque chose qu'on remarque, c'est le silence. C'est le silence, c'est bien non sonorisé. T'as vu? C'est pas mal, hein? Ouais, carrément. Et tiens, petit test de Dan, on va voir que la suspension est relativement ferme. Ouais, enfin ça va, hein? Ça va, tu vois. Ouais. Le tarage est vraiment intéressant pour le confort. On va voir après, donc sur les routes qui déroulent un peu plus, ce que ça donne. Au niveau du moteur, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 2 litres Atmo, comme on vous l'a expliqué au début de la vidéo. Rarissime, maintenant. Rarissime, ouais. En face, dans la concurrence, si on prend Renault, on aura du 1,3 litre TCE, des choses comme ça. Ouais, ou voilà. 1,5 litre ITSI chez Volkswagen. Donc là, 2 litres, on va appeler ça presque une grosse cylindrée aujourd'hui. Wow, mais c'est de la grosse cylindrée. Ouais. 180 chevaux à 6000 tours minute et 224 Nm à 3000 tours minute. Donc c'est vrai que là, si je mets pied au plancher en troisième, c'est pas énorme. Ah, c'est un agrément d'Atmo. Mais c'est un agrément d'Atmo. J'aime bien. Moi j'adore aussi. J'adore. C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui et on va voir ce qui est intéressant, c'est l'onctuosité du coup de ce moteur. Parce que là, regardez, je me mets en 6ème, je suis à 1200 tours. Ça vibre pas. C'est vrai que ça va bien. Pas une vibration. Là, je suis quasiment pied au plancher, donc ça avance pas énormément, mais bon, 1200 tours, tous les moteurs, c'est comme ça de toute façon. Exactement. Mais il n'y a pas une vibration, il n'y a rien. C'est onctueux. Ça reprend. C'est super cool. Et tout ça dans un silence qui est quand même royal. Maintenant, si je me mets en seconde, hop, voilà, donc là je suis à 3500 tours, pied dedans, ça monte, et là, hop, on a un effet, tu vois, un petit peu VTEC, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un calage variable, tu sens qu'il y a le calage qui se change. Ouais, exactement. Et que on a l'impression d'avoir une deuxième cartographie dans la voiture. C'est ça, et à partir de 4800 tours, c'est quelque chose voilà, de tout de suite un peu plus sportif. Après, attention, c'est pas un foudre de guerre non plus. Hein. Ouais, mais l'agrément a l'air bien pour un moteur Atmo. C'est super agréable. On s'en refait une, tu vois. Hop, tu vois. Tu sens ce petit truc. Et ça s'essouffle pas. Et hop, 6500, on peut passer la vitesse. C'est vachement sonorisé. C'est pas mal, hein, t'as vu. Donc voilà, on n'est pas sur une voiture sportive, hein, attention. On est sur une voiture du quotidien, mais avec un agrément qui est hyper agréable. Et ceux qui aiment la boîte manuelle, ils vont se régaler. Parce qu'on a une boîte 6 ici qui est très bien guidée. On se trompe jamais de vitesse. Et forcément, avec un Atmo, il faut en jouer. Ouais, et puis alors c'est purement esthétique, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui les boîtes mécaniques sont de plus en plus LED. Oui, c'est vrai. En termes de pommeau et compagnie, là c'est extrêmement bien intégré. C'est très joli, ouais. C'est très très joli, on a vraiment envie de se mettre au volant. Ouais, c'est clair. En parlant de volant d'ailleurs, bien joué. Belle transition. Petite transition. C'est précis. C'est hyper précis, c'est super agréable. Direction assez légère parce que, encore une fois, on n'est pas sur une sportive. Il faut qu'elle puisse se conduire au quotidien tranquillement. Ouais. Mais malgré cette légèreté, on ne perd pas en précision et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que Mazda, comme je vous ai dit, a un style dynamique à l'extérieur, mais ça se retrouve aussi en comportement. Je tiens à préciser quand même, on est sur une route hyper dégradée là. Elle est défoncée cette route. Ouais. Suspension comme on a dit, c'est hyper bien. Ouais, et même en bruit de roulement et d'air, c'est hyper filtré. On a vraiment l'impression quasiment d'être dans une voiture premium en fait. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. On est d'accord. Hein. Moi, j'étais assez bluffé par ça parce que moteur silencieux, habitacle silencieux, très bien insonorisé. Et les suspensions, tu sens que c'est ferme, mais ça dribble pas. Exactement. La voiture n'est pas cassante. À aucun moment, on voit que c'est extrêmement bien suspendu. Ouais, on est d'accord. Petite reprise en première. Il
a une très bonne motricité, ça c'est agréable. Ouais. C'est dû au fait qu'on est en atmo aussi, donc on n'a pas un turbo qui retrouve à complètement foirer les roues, quoi. C'est ça. Le couple arrive de manière hyper progressive. C'est ça. Exactement. Et tu m'as dit puissance maxi à 6000 tours minute. Ouais. C'est énorme. Ça veut dire que ça pousse à aller un peu dans les tours, mais à jouer de l'agrément. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de faire mal à la voiture quand on prend des tours. C'est ça, exactement. Donc vous qui aimez des voitures sportives, mais qui voulez pourquoi pas un véhicule pour tous les jours, sans trop de consommation, des choses comme ça, finalement c'est un bon compromis dans ce segment, parce que on n'est pas sur une vraie voiture sportive, attention, hein, mais on est sur une voiture qui donne envie de conduire. Parce qu'on joue du levier, on a un très bon châssis, ça s'ouvre très peu, c'est très agréable, ça vient se décaler légèrement au freinage, donc toujours en sécurité, hein, évidemment, vous avez le ESP, tout ça. Donc c'est vraiment un comportement qui est engageant, elle fait pas peur à conduire, parce qu'on a quand même un bon feeling avec la voiture, qui plus est avec la position de conduite. Déjà toi, je suppose que tu es quand même très bien assis. Je suis très bien. Les sièges, bon, ils enrobent pas énormément, hein, non, sur les mais côtés. ça va. Mais ils sont en revanche, ils sont hyper confort. Ouais, ils sont pas trop mous, pas trop durs, et en plus la sellerie est folle. Ouais, le burgundy puis perforé. Même les surpiqûres, la finition, c'est une belle découverte pour moi. Ah ouais, on est d'accord. Moi, je vous le dis sincèrement, hein, pour moi c'est la meilleure voiture du segment. Ça plaira pas à tout le monde, on est d'accord. Certains cherchent un agrément de turbo justement pour avoir des reprises dans tous les régimes. Ici c'est pas le cas. Si vous aimez pas jouer avec la boîte de vitesse, vous pouvez très bien prendre la boîte automatique, parce qu'au moins vous êtes tranquille. Et là voilà, je suis à 1800 tours, fonctionnement donc SPCCI, comme je vous ai expliqué au début. C'est top, et je suis à 4 litres au 100 en instantané. Ce que j'aime bien, c'est qu'il te met dans le combiné, il te met en temps réel comment est la combustion de ton moteur en fait. Ils te mettent ça exactement, ils te mettent aussi après la distribution d'énergie par rapport à la micro-hybridation. Ouais. Donc c'est assez ludique, moi j'aime bien laisser ce schéma là, après sinon j'utilise CarPlay, hein, classique. Mais non, après voilà, c'est une voiture aussi très bien équipée, faut le dire, avec du front assist, un régulateur adaptatif, le line assist. Lane assist, ça c'est bien, siège et volant chauffant, ça c'est très chouette. Ouais, on est d'accord. Donc non, on est vraiment sur une berline qui est hyper mature. C'est moi je suis assez bluffé, c'est une voiture qui me rendait curieux et je suis pas déçu, je suis même très agréablement surpris. On est d'accord. Ouais. Et c'est le souci du détail, c'est la manière dont cette voiture est conçue, de manière hyper intelligente en fait. Ils ont tout bien conçu, ils ont tout bien fait, et c'est hyper bien assemblé. Il y a des petits détails comme les petits trucs des enceintes, la Bose. Ouais, il y en a 12 en plus, hein. C'est quand même pas rien. On n'a plus l'impression, tu sais, on a plus faussé voiture allemande, voiture coréenne, voiture japonaise, etc. Mazda, ça devient une sorte de petit Lexus en fait, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a quand même quelques petits défauts sur la voiture, à commencer au niveau de la boîte de vitesse. Ce qui m'énerve, c'est que lorsqu'on lâche les gaz et qu'on est en prise, ça a tendance à vibrer un petit peu. Donc bon, vous n'êtes pas censé laisser la main sur le pommeau de vitesse. Moi c'est une mauvaise habitude. Normalement non, on n'est pas censé. Mais on le fait tous. Ouais, on le fait tous. Mais voilà, j'ai des petites vibrations qui sont pas hyper agréables. Et le problème aussi, c'est la visibilité à l'arrière. Comme les vitres referment vachement, pour les angles morts, c'est quand même pas top. Il a l'air d'avoir des gros angles morts. Ouais. Et la vitre arrière est petite. Heureusement, on a une caméra à 360 degrés. Ça c'est bien sur une compacte. Ouais, exactement. Et, ça c'est top. Ça aide à parier les jantes non plus. Ça aide à parier les jantes, ouais. Ah, mais grave. En petit défaut aussi, on retrouve au niveau du pare-choc avant, c'est que. Alors il est très beau, hein. Oui. On va pas se mentir. Mais il est très exposé aussi. Il est très exposé. Avec ces petites touches laquées en noir, ça me rappelle un petit peu les Alpha 159 qui avaient tendance à être très vite frottés parce que. Ça privilégie le design aux pratiques. Ouais, c'est ça. Donc là, faut faire hyper gaffe là-dessus. Mais c'est en partie pour ça qu'on aime ce genre d'auto aussi. Ouais, c'est vrai. Pour conclure, on est sur une berline compacte qui est d'une maturité ahurissante. C'est-à-dire que Mazda, on sait que ça donnait 10 ans auparavant en termes de qualité, en termes d'agrément. C'était pas la meilleure des marques. Aujourd'hui, on est sur une proposition tarifaire extrêmement intéressante, autour des 30 000 euros. Très bien placé donc en termes de prix, très bien placé en termes de finition, et surtout avec une démarche qui va complètement à contre-courant des autres constructeurs. Contre-courant et une technologie qui est rodée de chez rodée. Donc là pour le coup, tu as pu le voir lors de tes tests. Ouais. En conso, c'est quand même
Bah oui, moi je vous ai dit, de toute façon 5 litres 9 sur le trajet qu'on a fait. Ce matin j'étais dans Paris, ça bouchait pas, attention, ça roulait très bien, mais j'ai fait du 6 litres 5 en plein Paris quoi. Ouais. C'est hyper correct. On est sur une technologie extrêmement rodée, avec voilà, un plaisir de conduite qui est différent. On n'est pas sur une sportive comme je vous disais, mais avec un moteur qui est extrêmement élastique. C'est-à-dire que voilà, là je suis à 2000, allez vas-y, on va se refaire une petite 2, hein, Vas-y, 2. mets une 2. Voilà. Hop là. Ça guide un peu. Ouais, très La léger. route est explosée. Hein, c'est Ouais. pour ça. Mais par contre, là, sur la route où on est, qui est en effet très mauvaise, ça reste quand même très très stable. Hein. Ça reste super stable. Donc ça peut être aussi une très bonne routière. Voilà, c'est une voiture qui sait tout bien faire. Et en plus de ça, qui apporte une petite touche de plaisir en plus avec ce 2 litres Atmo qui est vraiment élastique. Ouais, et une belle proposition en termes de design, en termes Ouais. de fabrication, en termes de pensée globale du produit en fait. Et je dois avouer que je te rejoins. Je pense peut-être que c'est je pense que c'est peut-être la meilleure du segment en fait. Notamment parce qu'elle est encore hyper bien placée en prix. Quoi. Ouais, c'est clair. Non, donc Une belle propale de Mazda, sachant que cette techno, elle arrive sur la 6 cylindres en ligne bientôt. exactement, qui va être proposée en Europe. C'est bon, Ça va être cool ça. Ouais, leur technologie d'hybridation 48 volts se fait hyper bien, c'est super bien conçu. Bravo Mazda là-dessus. Et du coup, ça permet de baisser évidemment les consommations. Évidemment. Et bravo Mazda de proposer ça sur ce segment, c'est bien aussi. Ouais, c'est important. C'est Parce- important et c'est bien. Parce qu'on le voit de plus en plus sur les grosses voitures, mais c'est bien d'avoir ça sur une compacte, parce que là pour le coup l'impact sur la conso est encore plus flagrant. Quoi. On est d'accord. Eh ben écoutez, cet essai était sûrement un peu trop long, hein, mais bon, on a l'habitude chez nous au Bioauto. Quand plus c'est long, plus c'est bon. Exactement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce aussi, ça nous encourage à vous sortir de belles vidéos. On vous dit à la prochaine avec JB, avec plein de nouveautés qui arrivent évidemment. Et à l'année prochaine, hein, presque. Et à l'année prochaine presque. Allez, ciao. Ciao.